Salutations chers disciples d'Avan et bienvenue dans notre 31e review consacrée à l'anime Dai no Daiboken. Cet épisode intitulé Le père contre le fils a été diffusé le 8 mai 2021 et couvre le début de l'incroyable combat entre Dai et son père transformé en draconien. Il adapte les événements du chapitre 108 jusqu'à la moitié du 111e chapitre du manga. Comme indiqué dans nos précédentes reviews, la série passe un cap lors de cet arc, que cela soit en termes d'intensité et de qualité. L'arc Destin arrive donc à son climax sur ce 12e tome de l'œuvre. Cet épisode 31 est le troisième qui passe entre les mains de Hiroaki Miyamoto, le réalisateur de One Piece Gold et de Star Twinkle Precure. Cette fois, il n'a utilisé que très peu de cases du manga d'origine. Miyamoto n'a gardé que l'essence de chaque chapitre, avec la volonté de transcender le matériel d'origine, ce qu'il réussit admirablement. La direction de l'animation est assurée par Mamoru Yokota, qui avait également été en charge de l'épisode 17 tout en ayant été présent sur la série de manière régulière en tant que simple animateur. Hisashi Kagawa, le superviseur de l'animation de cet épisode, a avoué ne pas avoir eu beaucoup de boulot cette fois-ci. Depuis le 26e épisode, la production commençait à tirer la langue avec plusieurs directeurs de l'animation pour chaque épisode, et beaucoup de scènes fixes. La priorité des ressources données à cet épisode 31 n'a pas été stérile, et vos yeux pourront en témoigner si vous avez vu l'épisode. Il est à présent temps d'analyser ce 31e épisode, qui couvre une bonne partie du tome 12, dont le titre de la version française est « La plus grande bataille que la Terre ait connue ». Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cet épisode a vraiment tout donné pour être à la hauteur de la promesse de ce titre. Allez, c'est parti! L'épisode commence tandis que Dai parvient à déplacer l'insigne du dragon sur sa main. Baran n'en croit pas ses yeux. Dans toute l'histoire des Chevaliers Dragons, l'insigne n'est jamais apparu ailleurs que sur le front. Serait-ce son sang humain et l'héritage de Sohara? Yunkel l'intellectuel est le premier à comprendre que c'est Dai qui a réussi ce miracle à la force de sa volonté, et il ne peut plus être contrôlé par Baran. Dans le manga, les plans étaient légèrement différents durant les explications de Yunkel. On pouvait ainsi avoir droit à une vision plus large du champ de bataille, où l'on pouvait observer le corps inanimé de Pop. Dai était quant à lui présenté de face, sous forme d'une ombre mystérieuse plutôt que de dos comme c'est le cas ici. L'anime fait durant ce passage un zoom très satisfaisant sur la main de Dai emplie d'aura, et nous offre une vue subjective vers Baran, permettant ainsi une mise en valeur réussie, nous plaçant aux premières loges du terrible combat à venir. Dans la planche d'origine, l'aura de Dai recouvrait tout son corps avant même qu'il ne s'adresse à Baran, et cela pouvait faire furieusement penser à du Dragon Ball. Dans cette adaptation, la montée en puissance est réalisée crescendo. Dai dit qu'il ne pourra jamais pardonner ce que son père lui a fait, en lui volant ses amis et ses souvenirs. Dans la planche d'origine, le regard de Dai était rempli d'une colère incroyable, on le sentait toute la rage qu'il avait en lui. Et c'est à ce moment-là que le combat commençait dans le manga. Nous sommes gratifiés d'une superbe impact frame, tandis que Dai se prépare au combat. Alors même qu'il n'a encore rien fait, sa puissance crée un souffle que toute l'équipe peut ressentir. Le passage ne s'arrête pas là pour autant, et nous régale d'un zoom sur l'œil déterminé de Dai, ainsi que des débris qui se soulèvent. Le combat n'a pas encore commencé que certains auront déjà eu des frissons. Comme ça ne suffisait pas, le début du combat est lui aussi complètement inédit. Ainsi, le premier coup de poing de Baran contre Dai n'existe pas dans le manga. Naoto Shishida nous offre une mise en scène extrêmement dynamique et efficace, avec de nombreux zooms sur le regard des personnages. Le choc de ce premier coup est ponctué d'un impact frame et d'un effet de souffle qui nous montre la puissance des deux adversaires. Ces plans peuvent faire penser au choc entre Zamasu et Végétaux dans l'épisode 66 de Dragon Ball Super, réalisé par le même animateur. Les dessins sont magnifiques et l'animation soignée. Tout le contenu de cette scène est inédit et elle est incroyablement bien réalisée. Dai réussit à parer les assauts de Baran et contre-attaque avec une vitesse impressionnante. Tous les échanges dynamiques régaleront les fans. Crocodile est impressionné par la puissance de Dai, et Yunkel comprend que ce sont ses origines humaines qui lui ont permis d'atteindre ce niveau. Ainsi son affection pour ses amis a fait bouillir son sang humain, et lui a permis de contrôler l'insigne. Il peut donc utiliser toute la puissance de ses capacités de chevalier dragon, ce qui explique son power-up durant cet épisode. Le combat reprend alors la trame du manga lorsque Dai s'empare du bras de Baran pour le contrer. Dans les planches d'origine, la position de Baran était différente et un peu plus brouillonne. Ici, le père de Dai le surplombe, et cela paraît plus logique étant donné la différence de taille entre les deux adversaires. Le contraste entre la petite taille de Dai et son incroyable puissance est vraiment bien mis en valeur.
avec un plan maîtrisé et une musique qui accompagne parfaitement l'action. Baran continue de douter, avec un zoom sur son œil. Est-ce que sa femme pense qu'il se fourvoie? Serait-il dans l'erreur? Le travail sur la transmission des émotions des personnages est excellent dans cet épisode, et ça ne fait que commencer. Tout comme dans la planche d'origine, Baran assène un violent coup de pied à son fils, mais celui-ci revient de plus belle dans l'action. L'anime se paye même le luxe de mettre en valeur la puissance de son insigne quand il reprend son équilibre. L'action ne nous laisse vraiment aucun répit, et la chorégraphie du combat est à couper le souffle. Dai s'élance contre son père et charge un coup de poing. Le plan est magnifique et propose un ralenti efficace, tandis que Baran utilise son draconique aura pour se protéger. Dai s'élance, les dessins sont sublimes et l'impact est dévastateur, projetant avec violence Baran dans la forêt. Juste wow, quel moment grandiose. Le matériel d'origine était déjà sacrément efficace à ce moment-là et promettait un combat dantesque, mais cette adaptation a le luxe de proposer un résultat encore plus efficace. Le style graphique change durant ce passage de l'épisode. On voit bien la différence de trait entre les animateurs. Baran s'est donc pris un méchant coup de poing dans le ventre. Les dessins sont moins travaillés dans l'ensemble, mais la planche d'origine est fidèlement respectée. Crocodile comprend comme Yunkel le pensait. Non seulement Dai contrôle son pouvoir, mais ses coups sont également plus forts que ceux de Baran. Mais ça n'empêche pas le draconien d'attaquer Dai qui esquive au dernier moment, déchirant au passage son t-shirt et nous laisse voir son pendentif de disciple. Nous avons ici un très fugace moment de faiblesse de l'épisode, avec un plan de Dai pas très esthétique. Heureusement ça dure que quelques secondes, alors on va pas s'en émouvoir davantage. Baran ne comprend pas comment Dai peut espérer gagner. Après tout c'est qu'un gamin, il a 12 ans. Il concentre alors son énergie sur son front. Le plan du manga présentait à ce moment-là davantage le corps de Baran. Ici, les plans sont plus rapprochés, permettant de mieux présenter les regards des protagonistes. Nous avons alors un échange inédit entre Dai et Baran. Son père lui demande ainsi s'il est sûr de lui en l'appelant Dino, tandis que le héros lui répond que son nom est Dai, en concentrant sa puissance dans sa main. Cette scène n'existe pas du tout dans le manga, mais permet de faire monter la pression entre les deux adversaires. Baran lance son rayon, sublimant ainsi la monstrueuse planche d'origine qui était déjà impressionnante, mais dont le plan est ici bien plus efficace, avec un impact frame de toute beauté. Décidément, on a vraiment été gâté par les animateurs. Dai dévie l'attaque avec une grande classe, et on peut voir le rayon éclater une montagne au loin. Dans le manga, on pouvait uniquement voir l'effet du rayon à travers la forêt, on ne voyait pas de montagne au loin. C'est une excellente idée d'avoir présenté son impact, et cela permet aussi de voir que Baran ne bluffait pas quant à sa puissance. Bon, on va chipoter un petit peu, quitte à mettre de superbes impact frame, ça aurait été cool d'en mettre un quand Dai part le coup, mais le résultat est déjà très satisfaisant. Une petite scénette a été ajoutée avec le roi de Terran qui comprend que le choc provient d'un combat entre chevaliers dragons. Dai demande à son père d'y aller à fond. Il voit bien que le terrible draconien ne s'est pas retenu contre ses amis, tandis que contre lui il ne semble pas être à pleine puissance. Dans cette adaptation, l'aura du petit héros enveloppe son corps tout de suite, tandis que dans le manga il le fait un peu plus tard. Baran lui répond qu'il va vite lui remettre les pieds sur terre, et concentre son aura. Ses yeux en perdent d'ailleurs ses pupilles, dans la plus pure tradition des planches du manga lorsque le draconien s'énerve. On retourne du côté du reste de l'équipe sur le champ de bataille. Yunkel pense que Dai commet une terrible erreur en provoquant Baran, et c'est là-dessus que le chapitre 108 s'arrêtait. Merle s'enquiert de l'état de Leona et souhaite la soigner. Dans le manga, un des plans était plus large afin de mieux mettre en valeur la terrible bataille qui avait lieu. Ici, l'anime semble davantage utiliser des plans mettant en valeur les protagonistes que les décors. La princesse préfère que la jeune voyante s'occupe de Thierry Yunkel et Jean-Michel Crocodile, qui sont en train de commenter le match, et indique qu'elle va utiliser un sort sur Pop, bien qu'elle ne l'ait jamais encore réalisé. On retourne sur le terrain avec Dai et Baran qui concentrent leur aura. Cette scène fera forcément penser à du DBZ, dans lequel les adversaires se regardent en augmentant leur puissance respective avant un assaut décisif. Dans le manga, ce passage prenait presque 3 pages, dans laquelle Baran défiait Dai du regard, qui quant à lui s'enveloppait petit à petit de son draconique aura. On terminait alors sur l'échange de cris si typiques des shonen de l'époque. Le roi des carnassiers comprend bien que le combat va dépasser l'imagination, et il n'est pas si loin de la réalité, au vu de ce qui nous attend dans la suite de l'épisode. Dai et Baran s'élancent l'un contre l'autre, défonçant tout ce qui se trouve autour d'eux. Impact frame, explosion lumineuse, tout est fait pour mettre en valeur l'incroyable puissance des deux adversaires. La planche de l'explosion est ainsi très bien reprise,
À ce moment dans le manga, nous avions encore une fois un plan très large nous présentant les lieux vus d'en haut. Et l'équipe se demandait où étaient bien passés Dai et Baran. Levez les yeux, le combat est devenu aérien et va redoubler d'intensité. Les premières scènes absentes du manga sont là pour enrichir le combat de façon efficace. Cela commence avec un échange de coups en 3D dont la transition n'est ni trop abrupte, ni trop choquant. La scène suivante repasse en animation traditionnelle et c'est le début d'une masterclass animée par Takeshi Morita. Le coup de tête entre Dai et son père, et sa violence apporte une rare brutalité appréciable. Il en va de même pour le coup de pied de Baran, qui semble très douloureux pour Dai, qui s'élance malgré tout pour contre-attaquer. Les adversaires se foncent l'un sur l'autre dans les airs, avec plusieurs impacts frame, que cela soit quand Baran et Dai concentrent leur énergie. Et voici un des passages les plus réussis de l'épisode, qui nous en met plein les yeux. La colorimétrie change soudainement vers un contraste noir et blanc très réussi, avec uniquement de la couleur pour les insignes des combattants, qui sont ainsi très bien mis en valeur. Un déluge d'impact frame apparaissent tandis que Dai charge son poing contre Baran, qui se le prend en pleine face avec une violence incroyable. La colorimétrie reprend alors son aspect normal, et Dai emporte son père avec lui dans un dynamisme surprenant et des plans qui font très shonen manga des années 70-80. Un travail absolument incroyable pour donner de l'intensité au combat a été réalisé ici. Et ces cuts ont été dessinés par Takeshi Morita. Il n'avait été présent sur Dai no Daiboken que sur l'épisode 2, où il nous avait fait tomber la mâchoire sur son combat impressionnant entre Dai et la Killer Machine. Son retour fait plaisir à voir, et dire qu'il a osé nous faire des infidélités en allant travailler sur My Hero Academia. A partir de ce moment, le combat reprend les planches d'origine. Pour bien vous montrer tout ce qui a été rajouté, voici les planches d'origine du début du combat de Dai contre Baran, ne présentant pas du tout ce que nous venons de voir. Alors que Dai pense en finir avec son père en le projetant contre une falaise, et en lui assénant un terrible coup de poing, Baran empoigne son visage avec une rare férocité. Dans le manga, cette prise était moins violente. Baran chopait Dai par la tête, mais ne tenait pas son visage entier dans ses mains. Sa brutalité est donc décuplée dans cet épisode. De plus, les planches d'origine nous présentaient pas le regard de Dai quand il était broyé contre la falaise. Tandis qu'ici ce plan nous montre à quel point l'assaut est violent. Une nouvelle scène en 3D cel shading a eu lieu dans cet épisode, dans laquelle Baran se lâche complètement. Malheureusement, elle n'est pas à la hauteur, notamment la modélisation des arbres qui s'éloigne radicalement du niveau de qualité de l'épisode. Cependant, on a d'ailleurs droit à un passage inédit dans lequel il enfonce la tête de Dai à travers le sol. Et nous arrivons alors à la plus grande faiblesse de l'épisode, à savoir la modélisation du château de Terran en 3D. Soyons honnêtes, c'est assez raté, et le passage dans lequel la tour tombe n'est pas très réussi, notamment à cause d'une texture peu maîtrisée. Le passage reprend néanmoins fidèlement la planche de la destruction du château. Fort heureusement, ce passage en 3D n'est vraiment pas très long, et nous pouvons rapidement passer à une animation classique. On retrouve alors le roi de Terran et ses soldats, dont l'un avait d'ailleurs une réaction assez marrante dans le manga. Un échange inédit a lieu dans cette adaptation, dans lequel un des soldats demande à son souverain s'ils sont en sécurité. Le roi répond qu'il va falloir choisir un chevalier dragon à supporter, et demande lequel a fait preuve de clairvoyance. Sachant qu'il n'a jamais connu Dai dans son état normal, cette réflexion est assez mystérieuse. Malgré l'incroyable assaut qu'il vient de subir, Dai se relève mais semble en sale état. D'ailleurs dans la planche originale, Dai ne disposait plus de son insigne à ce moment-là, tandis que c'est le cas ici. Yunkel nous commente l'horrible vérité, tout comme Broly, Baran se retenait. Mais à présent, sa forme de draconien le pousse à terminer le combat coûte que coûte. Plusieurs plans ont été changés ici. On peut voir Dai à partir du point de vue de Leona et Merle qui s'inquiètent de son état. Cette scène n'existait pas dans le manga. A l'origine, la planche intégrait Yunkel qui dispose d'un plan ici plus rapproché avec Crocodile. Celui-ci est d'ailleurs choqué d'apprendre que Baran pourrait bien aller jusqu'à tuer son propre fils. Baran prépare en effet son Dorohara, et la mise en scène met une nouvelle fois en valeur ses mains draconiques. Le père de Dai semble avoir complètement perdu son humanité, puisqu'il s'apprête à détruire le pays tout entier. Le Dorohara permet en effet de compresser Dragonic Aura et de le projeter, sa puissance est donc incroyable. On pourra d'ailleurs apprécier la reprise de la planche permettant de bien voir la gueule du dragon formée par les mains de Baran. Tout comme dans le manga, Yunkel hurle sur Dai pour qu'il reprenne ses esprits et esquive le coup. Le jeune garçon s'envole alors, mais Baran relâche son Dorohara. L'effet est incroyablement réussi, avec une reprise de la planche et de la gueule du dragon derrière Baran, qui paraît plus sinistre dans cette adaptation. Le rayon est magnifique, et l'effet de la concentration d'énergie est vraiment bien réalisé. C'est donc une excellente adaptation de la plus terrible attaque de Baran. Pour ne rien gâcher, son effet sur Dai est très bien mis en scène avec un zoom sur son regard, comme s'il vivait ses derniers instants.
La scène se termine sur l'explosion de cette force dévastatrice, dont les effets de fumée reprennent bien la planche originale. Dai a réussi à éviter in extremis l'attaque, en utilisant le sort de téléportation Lura. D'ailleurs dans cette adaptation, on peut voir le corps de Dai lorsqu'il se téléporte, tandis que dans le manga on voyait juste uniquement un jeu de lumière. C'est sûrement plus conforme à la nature du sort de téléportation, mais c'est un petit détail. A l'origine, le plan de son atterrissage ne disposait d'aucun de ses compagnons, tandis qu'ici on peut les voir observer son retour. Baran félicite les réflexes de Dai pour avoir utilisé Lura au bon moment. L'anime rajoute une scène avec Leona qui explique un peu plus précisément l'exécution de cette esquive. Alors que Baran prépare un nouveau Dorura, Dai utilise Tobirula immédiatement. Jean-Michel Crocodile ne comprend pas pourquoi il fait cela, Baran étant bien plus à l'aise dans les airs avec ses ailes. Thierry Yunkel de son côté, encore lui, comprend que le généraux fait cela pour les protéger de l'impact de la terrible attaque de Baran. D'ailleurs sur ces plans, l'anime donne des réactions plus sérieuses à Merle, ce qui correspond mieux à sa personnalité globale dans le manga. Dans les planches d'origine, la hauteur de vue du guerrier mortel était bien mise en valeur, ce qui est très bien retranscrit dans cette adaptation. Le roi des carnassiers quant à lui peste de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, et demande à Merle de le soigner, les larmes aux yeux. Baran est tellement certain de vaincre Dai qu'il en explose de rire, ce qui est assez glauque quand on pense qu'il est en train de parler de la mort de son propre fils. La mise en scène est de nouveau grandiose, avec un plan qui cache au départ les yeux de Dai, pour mieux nous présenter sa détermination lorsqu'il les ouvre. Le thème de Dai débute tandis que Dai provoque son père. Le jeune héros décide d'encaisser de plein fouet son attaque à bout portant. Après tout, lui aussi est un chevalier dragon. Crocodile en larmes conjure Dai de fuir, mais sa décision est prise. La mise en scène est vraiment exceptionnelle et nous tient en haleine avec une efficacité redoutable. La musique s'envole en même temps que nos émotions, tandis que Dai demande au dragon qui sommeille en lui de déverser dans tout son corps sa puissance, et finit par nous offrir les deux mots que nous attendions tous. La page qui est adaptée ici est peut-être l'une des plus incroyables du manga, avec un déluge d'émotions dans le regard de chacun des protagonistes. Cette scène a donc été adaptée de manière magistrale et aura probablement donné des frissons à beaucoup d'entre nous. Franchement, on a pris notre pied. Comme dans le manga, Baran éclate de rire. Il est complètement possédé par sa forme de draconien et ne ressent plus aucune empathie alors qu'il vient de mettre à mort son propre fils. Enfin, c'est ce qu'il croit, puisque Dai a survécu. Là aussi, la pose de Dai dans la planche d'origine a été très bien adaptée. Alors que nos émotions ont déjà été mises à rude épreuve, Dai saisit l'opportunité de vaincre Baran encore sous l'effet de la surprise et saisit sa dague de Papnika. Si dans le manga, Dai enchaînait directement son attaque, ici nous avons droit en plus à la pose iconique de la charge du Havanstrash, tout en étant entouré de son Dragonicora. Une fois de plus, la musique s'envole lorsque Dai s'apprête à donner son coup à pleine puissance. Cependant, le son s'arrête immédiatement, et l'animation passe alors en mode slow motion. La dague est pulvérisée sur le coup, lors d'un ralenti particulièrement efficace. Si dans la page d'origine, il y avait également la réaction de plusieurs autres protagonistes, ici seule celle de Dai est présente, mais c'est probablement plus efficace dans le cadre d'un anime. Cette scène a été animée par Yu Yoshiyama, encore une animatrice de talent relevée par la franchise Precure. Bien qu'étant animatrice depuis une dizaine d'années, ce n'est qu'à partir de 2018 qu'elle a commencé à dessiner des scènes d'action. Yoshiyama est quelqu'un qui s'amuse à mettre des petites références dans ses impact frames, et cette fois-ci elle nous gratifie d'un joli gluant sur un effet de lumière qui se reflète sur la dague de Papnika. Baran sourit et assène un violent coup de pied à Dai qui semble difficile à encaisser. Dans le manga, la réaction de Baran était plus neutre. Il semblait davantage maître de ses émotions à ce moment-là une fois la surprise passée. Baran révèle alors que seule sa propre arme, l'épée draconienne, est capable de résister à Dragonicora. C'est sur cette révélation que se terminait le chapitre 110. Les sous-titres français de cette adaptation nous surprennent sur le fait que cette lame est faite de démonacier. Son nom japonais, Shinma Goryuken, se traduit en anglais par Démon Dragon Blade, terme que l'on retrouve sur certains goodies. À aucun moment dans le manga, la matière de l'arme nous est révélée à ce moment précis de l'intrigue. Alors que Baran s'apprête à s'envoler pour retourner au combat, Crocodile profite de ce moment d'inattention pour attraper le père de Dai. Nous avons droit à une nouvelle scène inédite, dans laquelle le roi des carnassiers éclate Baran contre le sol. Une scène qui rappellera Hulk qui défonce Loki dans le film Avengers. Cela fait plaisir de voir l'anime donner des moments de gloire inédits à d'autres personnages que Dai. De son côté, Leona tente le sort Zaoraru. Ce sort permettant de ressusciter un personnage provient bien entendu des jeux Dragon Quest, et est apparu avec Dragon Quest III.
Il est utilisable par la classe héros, prêtre et sage. Cependant, il ne fonctionne qu'à hauteur de 50%. On pourra constater que le symbole appliqué par le sort a été modifié par rapport au manga, probablement afin d'adopter davantage de neutralité vis-à-vis des inspirations religieuses. Ce symbole est utilisé dans les églises dans les opus de la licence depuis Dragon Quest IX. Les planches ont été bien adaptées, on pourra cependant regretter le fait que le plan d'origine n'ait pas été repris lors de l'exécution du sort. Léona y était bien mise en valeur. Le féroce combat entre Crocodile et Baran reprend dans un autre passage inédit au manga. En effet, le terrible draconien charcute le bras du roi des carnassiers pour qu'il lâche son étreinte, ce qui n'apparaît pas dans les planches d'origine. De plus, Crocodile indique que seul Giga Break pourrait lui faire lâcher prise, et c'est à cet effet qu'il se prend à Raiden. Dans le manga, on voit seulement la pauvre créature subir l'effet du sort immédiatement. C'est une bonne idée d'avoir ajouté cet échange. Crocodile souhaite probablement entamer l'endurance de Baran, et l'obliger à utiliser ses meilleurs coups pour simplifier le combat de Dai, quitte à y perdre la vie. La planche du roi des carnassiers carbonisée est vraiment magnifique, avec la perte de ses pupilles pour indiquer sa perte de connaissance. Baran n'ayant plus d'entrave, il fonce à nouveau sur Dai, qui n'a d'autre choix que d'esquiver. La puissance du draconien est encore terrible, et reprend à merveille l'une des planches dans laquelle il fend littéralement le sol. Et incroyable mais vrai, nous avons également une adaptation fidèle du coup blessant sérieusement Dai avec une gerbe de sang. Décidément cet épisode nous a vraiment gâtés. L'épisode s'arrête tandis que Yunkel demande encore un peu de courage à Crocodile. Son QI hors norme lui semble avoir disposé d'un plan ingénieux. Le temps presse, Dai est pris en chasse par un Baran aussi dangereux que déterminé. Le suspense est à son comble. N'y allons pas par quatre chemins, cet épisode a été exceptionnel. La mise en scène est magistrale et la qualité de l'animation et les dessins ont vraiment été à la hauteur de ce combat titanesque. Le travail sur les regards des personnages et leur ressenti a été très bien mis en valeur, et les combats sont ponctués de nombreux impact frames. Il en résulte des scènes intenses et pleines en émotions. Le combat est ainsi ultra dynamique et rend honneur aux planches du manga en leur apportant bien souvent davantage de dynamisme et de brutalité. Le matériel d'origine était vraiment excellent durant ces chapitres, et l'équipe a tout donné pour les adapter avec brio. Ainsi, les fans les plus exigeants auront pu voir l'un de leurs fantasmes réalisés. Bravo pour ce moment de pur bonheur. De plus, au-delà du travail d'adaptation, l'épisode se paye aussi le luxe de nous délivrer des échanges de coups complètement inédits et très réussis. En bonus, nous avons également droit à des dialogues entre Thierry Yunkel et Jean-Michel Crocodile commentant le combat avec ferveur, chose plutôt amusante. Évidemment, l'épisode n'est pas parfait. On pourra par exemple signaler quelques scènes en 3D discutables, et quelques rares plans moins réussis que d'autres qui sautent aux yeux. Mais cela est davantage dû à un manque d'homogénéité dans le style des animateurs, plutôt qu'à la qualité des passages qui en soi restent tout à fait corrects. La musique accompagne très bien ces moments épiques, et les seiyuu ont à nouveau tout donné. Ainsi, plusieurs scènes sont vraiment impressionnantes, à l'image du coup de poing de Dai dans les airs, l'utilisation du dragon Ikora, et évidemment la destruction de la dague de Pape Nika. En conclusion, nous pouvons dire que l'œuvre d'origine, aussi exceptionnelle soit-elle, a été dépassée durant quelques moments de grâce durant cet épisode, et c'est peut-être le meilleur complément qu'on puisse lui faire. Cette 31e review désormais terminée, nous espérons que vous les avez appréciées. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, à mettre un pouce vers le haut pour nous donner du courage, et à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos vidéos. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, ainsi que de nous rejoindre sur notre serveur Discord, dont les liens sont en description. Allez, prenez soin de vous chers disciples d'Avan, et à la semaine prochaine.